Le 20 novembre 1988, Bernard de Montréal faisait le lancement de son livre « La genèse du réel » à la salle Le Plateau, en plein cœur de la ville de Montréal, devant plusieurs centaines d'admirateurs. Malheureusement, ce livre a été retiré du marché depuis son décès. Voici les toutes premières minutes de cette soirée mémorable. Dans l'avant-propos. Et ça résume finalement la pensée de Bernard de Montréal qu'on trouve dans tout le livre. J'aurais aimé ça au départ, là, que vous nous lisiez d'une traite l'avant-propos. On peut-tu faire ça? Avoir la voix de Bernard qui lit son message, puisqu'il le signe lui-même, et c'est juste une page, c'est pas long. Et c'est signé Bernard de Montréal. On peut-tu faire ça? Oui, oui. Mais j'ai pas besoin de le lire, je peux en faire une autre. Mais pour que quelqu'un qui va se procurer le livre, Oui. et comme les personnes d'aujourd'hui qui auront acheté le livre recevront la cassette de l'entrevue de Bernard, ça nous fera un lien étroit entre la voix de Bernard, son souffle, et le texte imprimé. Vous voulez que je le lise? Ou que j'en fasse une autre? Vous voulez que je le lise? Oui. J'imagine quelqu'un qui s'installe avec le livre de Bernard dans les mains et qui peut mettre la cassette et qui peut suivre le verbe de Bernard avec la vibration du son. Et après, il n'y a plus besoin de la voix de Bernard pour continuer tout le reste du livre, mais il est imprégné d'une vibration vivante de Bernard. Bon, mais... c'est drôle de se lire, hein? Dites-moi pas que c'est pas vous qui l'avez écrit. Moi, je lis. C'est dur de lire, hein? Vous voulez réellement que je lise? Les études supramentales ont vraiment commencé en 1969. Alors que la lumière de l'intelligence cosmique est descendue sur Terre pour instruire objectivement l'homme des lois de la vie et de l'univers. Je n'aime pas ça lire, moi. Vous voulez que je lise? On ne veut quand même pas vous torturer, là. Je n'aime pas lire, moi. Aimeriez-vous mieux que François Payotte nous le lise? Ah oui, faites-le. François, oui. Avec une si belle diction. Parce que je vais vous dire pourquoi. Si je lis, si je relis mon matériel, Oui. je le critique. Donc, On va s'en je parler n'aime dans 2 pas minutes. lire. Alors François, où es-tu? Donc, c'est comme si ça me force à refaire la forme. Une fois que c'est fait, le relire, c'est difficile. C'est mieux que ça soit lu par... C'est très intéressant comme réflexion, quand même. Hein? Tiens, François, prends ma place. Viens ici. Or donc, disions-nous, les études supramentales ont vraiment commencé en 1969, alors que la lumière de l'intelligence cosmique est descendue sur Terre pour instruire objectivement l'homme des lois de la vie et de l'univers. Fort de cette nouvelle énergie qui lui permit de reconnaître enfin son lien vital avec la conscience universelle, prospective et instructive, l'homme a pu comprendre le mensonge cosmique dont il était victime depuis des millénaires, en même temps qu'il dévoilait les mystères de l'inconnu, en répondant de façon définitive aux questions de l'existence. Celles-ci ont nourri l'activité des religions, des philosophies et des mouvements ésotériques,
et trouvent à la fin du XXe siècle des réponses à la mesure de l'angoisse qu'elles ont créée dans la pensée de l'homme. La dynamique des études supramentales repose sur le mouvement de l'énergie à travers un esprit créatif. Voilà pourquoi ce livre, premier d'une série, ne présente pas une vision encyclopédique de la psyché humaine, mais plutôt une approche évolutive, permettant l'intégration progressive des lois universelles de la vie et de la mort. Et voilà aussi pourquoi la lecture de la genèse du réel est ouverte, car chaque chapitre représente en lui-même la synthèse, tout en n'étant qu'une partie de celle-ci. Un mode d'écriture différent, libre du connu, des formes, même de la littérature de l'esprit, convient à un mode de lecture libre des attitudes anciennes. La perception du réel repose sur une double articulation fondamentale, l'involution, période d'ignorance de l'homme au cours de laquelle il a subi les lois de la vie sans en comprendre les mécanismes, et l'évolution, période d'intégration des lois de l'univers, où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence, et en manifeste dans la matière la puissance créative. La genèse du réel marque le début d'une littérature cosmique. Elle ne représente qu'une fraction de ce qui sera publié au cours de la prochaine génération, car il devient de plus en plus nécessaire, selon le temps et l'heure, que l'homme sache et comprenne que nous vivons à la fin d'un cycle où le tout pour le tout sera joué contre l'homme, contre la liberté réelle de son esprit, sa seule force, sa seule lumière. Voilà pourquoi l'évolution future sera préparée par la diffusion d'œuvres qui, dans le sillage de celle-ci, serviront à lui faire reconnaître ce qui ne peut être pensé et feront de lui un pionnier de l'impossible. Signé Bernard de Montréal. Êtes-vous bien d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Oui. Non, c'est très bien, très bien. Mais quand on fonctionne par vibration, quand on fonctionne sur le plan mental, en étroite relation avec sa propre source, cette source, elle est créative, donc elle est totalement déégoïfiée. Et c'est très difficile pour une personne de revenir dans le passé de la forme. C'est pour ça que relire, pour moi, ça m'invite à réécrire. Parce que la vibration, elle est tellement précise que je suis forcé de lui toujours donner une forme qui convient à mon état présent. Dans ce livre et dans les autres livres, je serai toujours obligé d'écrire en fonction de ma vibration et non pas en fonction de la vibration du public au large. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Filion de prendre mon livre et de lui donner une vibration suffisamment à la portée du public pour que le public puisse bénéficier et avoir le plaisir de me lire. Moi, je ne suis pas un écrivain. Je suis un communicateur. Je n'ai pas le talent d'écrivain, mais j'ai la capacité de communiquer facilement et précisément des idées qui sont neuves. Mais avant que l'homme puisse s'ajuster à la vibration de la forme, ça prendra un certain temps. Donc, en attendant, c'est mieux que les livres soient diminués dans leur vibration pour que le public puisse en bénéficier. Donc, si je les lis, il faut que je revienne dans ma vibration. Et c'est pourquoi je préfère que quelqu'un d'autre le fasse. Vous avez toujours été l'homme qui défaisait la forme. En publiant un livre, vous créez une forme. Oui. Je disais à des amis hier soir que l'homme découvrira que l'intelligence, c'est une énergie différenciée que l'homme doit lui-même concrétiser. C'est une énergie que l'homme doit former.
L'énergie, la source en elle-même, est indifférenciée, et à partir du moment où elle passe dans le mental de l'homme, elle se différencie, donc elle acquiert une forme. Donc c'est le rôle de l'homme de donner à l'énergie une forme. Si nous disons que l'homme nouveau doit détruire les anciennes formes, c'est normal, parce que on ne peut pas mettre un nouveau vin dans un vieux bocal. Mais il faut reconstruire un bocal. Donc c'est très normal, et au cours de l'évolution, l'homme fera ceci dans toutes les sphères de son activité mentale, au niveau de la science, au niveau de la philosophie, de la psychologie, au niveau du savoir. L'homme sera obligé, forcé par sa vibration, de détruire les anciennes formes de la connaissance pour créer de nouvelles formes qui seront, cette fois, l'expression de son savoir universel. Et ceci, ce n'est pas facile. On croit souvent que briser une forme, c'est facile, mais ça ne l'est pas, parce que à partir du moment où l'homme brise une forme, il est obligé d'en supporter l'éclatement. Il ne s'agit pas pour l'être humain ou l'homme nouveau d'être radical dans le monde. Il ne s'agit pas pour lui de vouloir renverser le monde. Il ne s'agit pas non plus pour lui de vouloir transformer le monde. Il s'agit pour lui de se transformer lui-même. Et ensuite, au cours de l'évolution, le monde se transformera. Mais dans ce processus-là, il y a une brisure de la forme à l'intérieur de l'ego, parce que l'homme est régi par ce que j'ai appelé les lois du mensonge cosmique, c'est-à-dire par des lois qui font en sorte que l'énergie qui est non différenciée passe par un plan de sa conscience qui la différencie, mais involutivement, c'est-à-dire qui lui empêche de la vivre d'une façon juste, précise, objective et réunissant à la fois les qualités de son être sur le plan matériel et les qualités de son être sur les plans universels. Donc l'homme est obligé, au cours de l'évolution, il le sera, de prendre la forme, de la regarder avec sa vibration et de la faire éclater, de l'ajuster pour donner naissance à une nouvelle forme. Et ça, ce sera le savoir, qui sera très différent de la connaissance ancienne. Mais ça demandera que l'homme soit, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, extrêmement équilibré, très fort dans l'émotion, très centré dans le mental et sans aucun orgueil dans le mental. Ce qu'on trouve dans le livre, c'est du savoir qui va devenir la connaissance mémorisée par des gens qui vont se mettre à rappeler des passages du livre. Dixit Bernard de Montréal dans La Genèse du réel. Oui, c'est ça. Le savoir va devenir de la connaissance parce que le processus mémoriel va se développer chez l'individu, mais la vibration du savoir va forcer la connaissance à se transmuter, à s'élargir sur des plans plus subtils, pour que l'homme en arrive finalement à se créer ses propres centres, sans entrer dans son identité, passer de la personnalité à la personne, et finalement entrer dans son propre savoir, parce que le savoir c'est universel, ça n'appartient pas à un individu ou deux individus. Mais il y a des étapes de temps, il y a des étapes d'évolution, et le savoir qui au cours des années et des générations sera publié, deviendra une forme de connaissance, mais une forme de connaissance vivante, c'est-à-dire une forme de connaissance qui sera suffisamment dépolarisée, déégoïfiée, rendue transpersonnelle, prépersonnelle, pour que l'homme, pour la première fois, puisse au moins réaliser que ce savoir fait aussi partie de son savoir. Fait partie de son savoir. Mais il devra lui-même s'élever à sa propre vibration pour entrer dans son savoir et lui-même un jour écrire des œuvres, travailler en science, travailler dans le monde et amener sur le plan matériel une science, une connaissance qui est vivante. Il est écrit en français. Il n'y a pas de hasard, et surtout pour Bernard de Montréal, il devait y avoir une raison pour laquelle cette énergie est passée par la langue française pour l'écrit. Oui, il est écrit en français parce que le centre géographique de cette énergie se situe dans le Québec. Si nous faisons référence à Nostradamus, il le situe aussi dans cette région. Le Québec, le peuple québécois
C'est un peuple qui possède de grandes qualités spirituelles. C'est un peuple qui bénéficie d'une position géographique qui le sort de la rigidité, de la fossilisation de la forme européenne. C'est un peuple qui se mélange très bien à la nouvelle dynamique de l'Amérique. Donc c'est un peuple pont. Donc pour l'entrée dans le monde d'une science qui est neuve, qui n'est pas facile à absorber sur le plan de l'ego, ça prend un peuple qui a une certaine spiritualité. Ça, c'est le début de la conscience du peuple. Mais avec les années, et c'est ce qui se passe présentement, nous verrons que le peuple spirituel québécois deviendra de plus en plus intelligent dans sa spiritualité. Donc, le peuple québécois sera un des premiers peuples sur le globe à comprendre l'invisible, donc à comprendre les lois de l'homme, donc à comprendre la mystification de la spiritualité, pour entrer dans la compréhension objective, réelle de l'invisible, ce qui amènera éventuellement ce peuple, à long terme, à pouvoir se définir comme étant une nouvelle représentation d'une conscience collective sur un plan matériel à l'échelle d'une nation. Pour ceci, il fallut que le peuple soit au début spirituel. Le peuple québécois a beaucoup souffert de sa spiritualité. Ça lui a créé une grande insécurité psychologique. Ça lui a créé un complexe d'infériorité énorme. Donc l'aspect négatif de cette incarnation va aussi le servir sur le plan positif, dans ce sens que, à partir du moment où l'homme, le Québécois, aura réalisé qu'il vit une très grande proximité avec l'avenir du mental, sa spiritualité, qui dans le passé était une forme décadente de spiritualité, deviendra une forme croissante d'intelligence déspiritualisée. Et à ce moment-là, le peuple québécois sera un grand peuple spirituel, mais non pas dans le sens mystique, religieux d'antan, mais dans le sens créatif, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte de l'avenir. Philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte de l'avenir. Y a-t-il un rapprochement à faire? Il y a 2000 ans, le Christ passe par la Palestine, alors qu'à l'époque, c'était la Rome qui dominait. Et terre de Palestine entre deux mondes. Le Québec, c'est l'Amérique anglophone, pour ne pas dire les Américains des États-Unis qui dominent. Peuple encore entre deux mondes. Y a-t-il un rapprochement à faire? Le peuple juif, c'était un peuple initiatique. C'était un peuple initié, c'est une nation initiatique. La fondation de la conscience juive, c'est la Kabbale, donc ce n'est pas très peu à dire. Et la fondation de la conscience du peuple québécois au cours des générations sera basée sur une science, mais aussi des niveaux de science tellement avancés sur le plan du mental que de ceci, le peuple québécois se découvrira un jour une conscience initiatique. Et il n'est pas facile aujourd'hui de voir ceci. Les initiés le voient, les médiums le voient, les gens qui font des études du matériel ésotérique de l'humanité le voient. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont une perception particulière en ce qui concerne la conscience du Québec. Mais cette conscience deviendra évidente dans la mesure où le peuple québécois sera capable d'absorber des idées qui font partie d'une nouvelle frontière, mais qui font partie de la liaison entre la lumière et l'homme. Un des grands dangers aujourd'hui en ce qui concerne les Québécois, à cause de leur spiritualité et à cause de leur grand goût de la recherche, c'est que ces êtres-là sont et seront facilement influençables par de nouveaux courants d'énergie qui se créent dans le monde. Je vous donne un exemple.
Il y a aujourd'hui en Californie un phénomène que nous appelons le channeling. C'est un phénomène extrêmement puissant. Et lorsque l'astral se matérialise sur une planète, et ce n'est que le début de ceci parce que c'est la fin d'un cycle, lorsque l'astral se manifeste sur une planète et que l'homme commence à vivre objectivement le contact avec les plans, et qu'il ne connaît pas les lois de ce qui se trame sur le plan de la politique cosmique, c'est très facile pour lui d'être fasciné par l'invisible. C'est très facile pour lui d'être réduit à une sorte d'impuissance psychologique face à l'invisible, parce que l'invisible a effectivement une grande capacité de s'introduire dans le mémoriel de l'homme et de lui faire voir qu'il connaît l'homme. Mais cette condition, elle sera arrêtée, dans ce sens qu'il y aura des œuvres qui créeront le profil du danger du phénomène de la canalisation. Je disais hier soir que, et ce n'est pas facile à comprendre, je disais que l'homme nouveau sur la planète sera celui qui différenciera l'énergie. Différencier l'énergie, c'est prendre l'énergie dans son état pur et lui donner la forme selon le niveau de conscience de l'homme, afin d'éliminer le pont entre l'infinité et la matière. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'énergie, elle est différenciée fortement par le plan astral. Ce phénomène de la Californie est un exemple de ce que je veux dire. Le plan astral différencie l'énergie pour l'homme, et les gens qui vont vers ces expériences sont fascinés, trouvent ça absolument extraordinaire, mais ils ne voient pas encore les dangers qui sous-tendent la subtile forme de manipulation d'intelligence sur d'autres plans. L'homme a besoin d'être capable de différencier son énergie à un tel point qu'aucune forme venant du plan astral ou venant de l'invisible puisse affecter son esprit, c'est-à-dire qu'aucune forme ne doit pouvoir dominer son esprit. Dans la mesure où l'homme sera fasciné par la moindre des connaissances, dans la mesure où il sera fasciné par la moindre puissance créatrice autre que la sienne, il sera en danger. Et nous sommes dans ce temps-ci, nous sommes à la fin d'un cycle, les puissances astrales deviennent de plus en plus fortes, et plus l'homme sera fort, plus les puissances astrales deviendront fortes, il y aura beaucoup de suicides et beaucoup d'insanité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés à l'échelle de la planète d'une science qui puisse connaître, comprendre les lois du suicide, les lois de l'aliénation. Dans mon second livre, je vais faire une étude de l'aliénation et je vais établir d'une façon publique que le phénomène de l'aliénation, ou toutes ses formes, est directement le produit de la relation entre le plan astral et le mental humain. Et je veux établir que les gens qui vivent l'aliénation sont manipulés par le plan astral. Une fois que l'homme connaîtra les lois du mental, il pourra se désengager de cette affliction, il pourra se désengager de cette manipulation, et il pourra aussi se désengager de la manipulation fatale de toute forme d'aliénation, qui est le suicide. Et nous verrons au cours des années que ces deux aspects de l'évolution et de la conscience évolutive deviendront de plus en plus évidentes dans tous les pays, surtout dans les pays extrêmement civilisés, et surtout dans les pays où l'homme subit un amoncellement d'informations, une saturation d'informations. Nous vivons dans un siècle où nous sommes surinformés, et l'information que nous vivons, c'est de la désinformation perpétuelle.
L'homme doit en arriver à développer un centre. L'homme doit en arriver à développer une conscience intégrale. Il doit en arriver à pouvoir soutenir, supporter sur ses propres épaules individuelles la capacité de sa propre vibration de pénétrer dans son mental et de lui laisser accès à son savoir qui est universel. Mais ça demandera pour l'homme une très grande transformation. Ça demandera pour lui une très grande réalisation de ses illusions antérieures. Ça demandera pour l'homme une très grande réalisation de ses illusions spirituelles. Et l'homme réalisera que non seulement y a-t-il le monde matériel, non seulement y a-t-il le monde spirituel, mais aussi il y a un monde qui n'existe pas dans la forme, qu'on appelle le monde de la lumière, qui est un univers absolu en lui-même, mais univers qui a besoin des mondes inférieurs pour se réaliser dans la forme. Et lorsque l'homme aura fait la synthèse de la matérialité, de la spiritualité, lorsqu'il se sera dégonflé devant le matériel, lorsqu'il se sera assagi devant la spiritualité et ses formes plus avancées telles que l'occultisme, à ce moment-là, il commencera à entrer dans son intelligence. Et il verra que le savoir est très facile, qu'il fait partie de la nature de l'homme, qu'il fait partie de sa conscience intégrale, que c'est beaucoup plus facile d'être dans le savoir que l'homme ne peut se l'imaginer, mais que c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès que l'homme aujourd'hui ne peut le comprendre. Je regarde de près ce qui se passe dans le monde, dans l'Orient, dans l'Occident. Je vois des masses d'individus fascinés par des individus. Je vois des masses d'individus fascinés par les grands prêtres de l'occultisme et de l'ésotérisme. Et je dis que l'homme doit en arriver à ne plus être fasciné, que l'homme doit en arriver à être totalement intégral. Et si l'homme est fasciné, il vivra la mesure de sa fascination, donc il vivra la mesure de son illusion. Il sera forcé par sa propre énergie, s'il fait partie de l'évolution, à dépasser ce qui, par le passé, lui avait servi d'autorité. L'homme est sa propre autorité. Il doit être dans sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il doit être dans sa propre intelligence. Une autorité, ce n'est pas une forme de domination lorsque c'est conscientisé. Une autorité, c'est une capacité de l'être humain de plonger dans son propre monde, dans la réalité universelle de sa conscience, à son échelle, pour travailler dans le monde au niveau de l'architecture, de la science, de la médecine, de la philosophie. Donc, chaque être humain est doté de sa propre capacité. Je dis souvent à des gens, un petit verre plein, c'est aussi grand qu'un grand verre plein. Nous vivons par comparaison, nous disons, ah, cet homme-là, il a un grand verre plein. C'est une illusion. Un petit verre plein, c'est aussi fonctionnel, ça le remplit son rôle, autant qu'un grand verre plein. Et les hommes devront en arriver à cette constatation, à cette réalisation. Et ils devront prendre conscience que le phénomène de plus en plus populaire aujourd'hui du contact entre le plan matériel et les plans des entités, des intelligences qui joueront toutes sortes de parties contre l'homme pour continuer la domination sur le plan matériel des forces involutives. Nous vivons dans un siècle extrêmement intéressant, mais nous vivons aussi dans un siècle extrêmement dangereux. Et les hommes qui comprendront ce qui se passe, les hommes qui auront réalisé que l'homme, c'est le plus grand ami de l'homme, ce ne sont pas les sphères, commencera à comprendre ce qu'il est, commencera à réaliser que la qualité existentielle de sa psychologie n'est qu'une phase involutive de son inconscience. Donc l'homme en arrivera à une intégration de sa conscience, à une identité intégrale. Il rencontrera des hommes dans le monde qui ont cette même vibration, et entre eux, ils seront très à l'aise. Il n'y aura plus de compétition. Il n'y aura plus d'orgueil entre les hommes. Il y aura simplement échange de ce savoir. On a l'impression que, au train où vont les choses sur le plan matériel, on s'en va vers une destruction de la planète par les lois écologiques qu'on a oublié de suivre. Est-ce que tout ça va se faire
doucement ou par un choc? Avant que la planète en arrive à vivre sa grande tribulation, si vous voulez, avant que les masses humaines vivent par expérience les lois cosmiques de l'évolution de la Terre, il y aura un certain temps. L'humanité ne peut pas absorber trop de chocs, mais effectivement, l'homme sur le plan individuel, comme l'homme sur le plan collectif, ne peut pas évoluer sans choc. Il faut les chocs, parce qu'un choc, c'est une vibration qui fait éveiller la conscience. Donc, le karma mondial, il faut qu'il soit vécu. Il y a tellement d'inconscience sur la planète que c'est normal que l'homme vive des chocs. Mais par contre, l'homme conscientisé demain pourra passer à côté de ces chocs parce que sa conscience intégrale lui permettra de voir, de comprendre, de réaliser ce qui se passe et de ne pas être affecté par ce qui se passe. Mais il aura besoin d'une conscience qui est totalement éveillée. Les chocs vont se faire. C'est inutile pour l'homme de donner des dates aux chocs parce que ça trouble les populations et ce n'est pas bon de troubler les populations. Mais c'est important pour l'être humain de s'occuper de l'évolution de sa propre conscience. Nous n'avons pas à nous préoccuper des chocs. Nous avons à nous préoccuper de l'éveil de notre conscience, c'est-à-dire de notre capacité de vivre de notre propre énergie. Et à ce moment-là, l'énergie, donc l'intelligence de l'homme, lui permettra de passer à côté de ces événements majeurs qui font partie de la destinée des nations. Parlant des nations, dans votre livre, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, on voit que vous parlez de l'avenir des nations, et vous laissez même sous-entendre que du monde jaune, de l'Asie, arrivera un grand raz-de-marée. Oui, parce que aujourd'hui, dans le monde, l'économie passe à un autre niveau. Autrement dit, la guerre se raffine. Et les Japonais, le peuple asiatique, qui a une conscience sociale très différente de la conscience occidentale, des peuples très intuitifs, très intelligents, très opportunistes, ce sont des peuples qui, avec le temps, utiliseront le pouvoir de la finance en relation avec leur capacité sociale d'organiser l'homme dans le travail. Et ces peuples ont une faculté qui fait partie de leur conscience, de leur psyché. Nous sommes très éloignés d'eux dans la structuration psychologique de leur politique économique. Et nous verrons avec le temps que le Japon deviendra un peuple très puissant, que le Japon établira une hégémonie sur le plan mondial dans les sphères de la politique de l'économie. Et nous verrons naître et se concrétiser lentement ce que les anciens appelaient le péril jaune. Nous verrons que les peuples se sépareront en blocs, que les masses humaines se diviseront en 4 blocs majeurs, le bloc asiatique, le bloc socialiste, le bloc européen et le bloc américain. Déjà, nous vivons au Québec la tension du free trade, du libre-échange. Déjà, nous voyons que les gens s'inquiètent. Est-ce que nous devons faire le libre-échange, ne pas faire le libre-échange? Il faut avoir de la vision. Le Canada ne peut pas indéfiniment demeurer en dehors de cet axe économique qui est l'Amérique, le Canada, le Mexique et éventuellement tous les pays d'Amérique du Sud. Nous ne pouvons pas prendre des décisions politiques simplement sur une temporalité de courte durée. Nous devons regarder à l'échelle de 20, 25, 30, 40, 45 ans. Nous avons besoin de vision. Et lorsque les hommes politiques ou ceux de ces hommes politiques qui ont de la vision entrent dans l'arène politique avec cette vision, ils ont beaucoup de difficultés à faire connaître leur message parce que les hommes réagissent sur le plan émotionnel. L'homme qui a une petite industrie ne veut pas être englobé par la grande industrie américaine, c'est normal. Mais si nous voulons au Québec, au Canada, devenir des gens qui sont à la mesure de leur capacité, nous devons nous lancer dans la lutte commerciale, nous devons nous lancer dans le monde
travailler avec les étrangers, échanger avec les étrangers, regarder ce que nous pouvons faire par rapport à eux et éveiller en nous cette capacité de transiger avec des éléments qui ne sont pas de l'ordre provincial, mais qui sont de l'ordre international. Si nous voulons être bons dans l'économie, dans le business, dans l'échange des commodités de production, nous devons nous lancer à l'attaque des marchés internationaux. Nous devons reconnaître que nous avons une capacité et nous devons sentir en nous la force d'exprimer cette capacité dans le monde, donc d'ouvrir nos marchés. Il y a dans la province de Québec une certaine région, je crois la Beauce, où les hommes ont une certaine carrure, une certaine force. Ils représentent un peu le centre économique psychologique du Québec. Et ces gens-là ont une grande vocation dans le sens qu'ils représentent réellement ce que le Québécois doit devenir demain. Un homme capable d'aller dans le monde, de lutter avec différentes nations, d'échanger avec différentes nations et d'amener sur les comptoirs de ces nations les produits de sa propre créativité. Sinon, nous demeurerons un pays affaibli. Nous demeurerons dans la crainte. Nous serons de plus en plus englobés. Et l'Amérique sera éventuellement perdante parce que l'Amérique ne représente pas simplement un bloc économique ou un bloc politique. L'Amérique représente une conscience qui est telluriquement organisée sur le plan de la conscience cellulaire par la formation géométrique de son plan, de son continent. Et l'Amérique possède une conscience qui est particulière à elle. L'Europe possède une conscience qui est particulière à elle, les pays socialistes, le bloc asiatique. Et les hommes doivent en arriver à pouvoir échanger entre eux, travailler entre eux, pour élever la conscience de la planète. Et ceci demande une capacité de se sortir de notre petitesse, de notre petit esprit, de nos craintes et de nos inquiétudes. À travers toutes ces interactions-là, où situez-vous l'énergie de votre livre? L'énergie du livre, c'est une énergie à long terme. Le livre, c'est à long terme. Est-ce que vous pensez qu'il devrait être traduit? Dans quelle langue? Il sera traduit, oui. Il sera traduit dans les langues principales. L'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, l'anglais, le russe, éventuellement le japonais, oui. Il faut que ces livres soient traduits parce que ces livres représentent pour l'humanité une nouvelle façon de voir les choses. Et il y a des gens dans tous ces pays qui sont prêts à comprendre certaines choses. Et il y a aussi un besoin, pour des hommes comme moi ou d'autres, de devenir un peu des ambassadeurs de cette nouvelle façon de voir les choses. C'est absolument essentiel que des hommes puissent finalement établir des liens avec d'autres hommes dans d'autres pays pour que le public soit aussi averti qu'il y a finalement sur notre planète des sciences qui sont vivantes, qui font partie de l'homme, qui sont le produit du lien entre l'homme et sa source, qui ne sont pas le produit d'une médiumnité astrale, qui ne sont pas le produit d'une information venant du plan de la mort, mais qui sont le produit d'une différenciation de l'énergie dans la forme à partir de la lumière qui fait partie de la source de l'homme, qui en elle-même est universelle et qui convie l'homme à sa propre table. L'homme doit être convié à sa propre table parce que l'homme a le pouvoir de regarder dans les sphères. Il a le pouvoir de regarder dans l'infinité des mondes. Il a la capacité de comprendre l'absolu. Dans ce livre-là, est-ce que c'est de la théorie ou de la pratique? Non, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la pratique, c'est une façon de voir les choses au-delà de l'ego. C'est une façon de voir les choses à partir d'un mental qui n'est pas basé sur le mémoriel. Ce livre va forcer les gens à regarder la vie ou les choses qui seront expliquées dans les livres d'une façon qui n'est pas rattachée à l'expérience humaine, qui n'est pas rattachée à l'expérience de l'âme, autrement dit, qui n'est ni le produit de l'actualisation intellectuelle sur le plan matériel ou de l'actualisation psycho-astrale sur le plan psychique, mais bien de la synthèse, de la connexion, de la fusion entre la lumière de l'homme et l'ego conscientisé. Ça exprime une réalité.
c'est le réel à un certain niveau. Le réel ne peut pas être donné à l'homme trop rapidement, parce que la réalité, c'est une énergie. L'intelligence, lorsqu'elle est le produit de la descente de cette énergie sur le plan mental, devient non pas simplement une source de connaissance, mais elle devient un facteur psy. Donc, puisque la connaissance devient un facteur psy, elle transforme la conscience. Et la conscience humaine ne doit pas être transformée trop rapidement parce que l'homme possède un corps émotionnel extrêmement primitif, extrêmement animal, extrêmement animalisé. Et c'est avec le temps que les mystères seront déchirés, que l'on pourra expliquer à l'homme réellement comment la création a été faite, comment les technologies immatérielles existent, jusqu'à quel point elles côtoient l'homme dans son conscient, jusqu'à quel point elles peuvent intervenir dans le subconscient de l'homme, de quoi sont faits les rêves, pourquoi sont faits les rêves, quelles sont leurs fonctions, que font les morts après la vie. Ça, vous l'expliquez dans le livre. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit dans le livre, mais je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui nous préparent lentement à entrer dans la lutte finale entre la forme de l'évolution et la forme créative de l'évolution. On est à la base du V actuellement. Nous sommes à la base du V. Si vous permettez que je regarde les titres, Les différents chapitres. les différents chapitres, les chapitres nous donnent un peu, parce qu'ils ont été placés par vibration, ces chapitres. Nous voyons la destruction de la forme. Le supramental, c'est un monde qui est parfait. C'est un monde qui est régi par les lois de l'architecture de l'esprit. C'est un monde qui est organisé sur ce plan-là, en fonction des pensées cosmiques, alors que le plan mental de l'homme, ce que nous appelons l'intellect, il est structuré sur le plan planétaire, en fonction des pensées humaines. Donc ce sont des mondes qui, dans le fond, sont extrêmement séparés. Et lorsque le plan mental supérieur entre ou se connecte avec le plan mental inférieur, ça crée un choc à l'ego. Parce que l'ego est habitué de vivre sa conscience mentale par rapport à des pensées qui sont depuis très longtemps le produit d'une acculturation, le produit de l'impression, le produit d'impressions créées à l'extérieur de lui sur lui-même. Alors que le plan mental pur, le plan supramental, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est un plan d'énergie qui est au-dessus de l'ego, qui fait partie de la synthèse de l'âme et de l'esprit, mais qui est la source de la pensée créative pour l'ego, dans la mesure où l'ego est capable de la vivre sans réflexion. Si l'ego la vit, cette énergie avec réflexion, il se véhicule en lui une vibration plus basse, donc il vit la pensée subjective et il continue à poursuivre le mouvement évolutif de sa pensée. Donc ce n'est pas surprenant que l'homme ne puisse pas avoir accès au savoir, qui est universel, mais aussi qui fait partie de son propre savoir. Et la fusion? La fusion, c'est le développement éventuel de la rencontre entre l'énergie de l'esprit, l'énergie de l'âme et l'énergie de l'ego. L'axe, l'esprit, la lumière, l'âme dépolluée, épurée, qui cesse d'être une mémoire personnelle pour devenir une mémoire cosmique, et l'ego qui est la lentille, permettant à cette énergie de descendre et de répondre sur le plan matériel à ses propres besoins créatifs, en même temps que sur le plan humain, elle permet de créer au niveau de la science, ainsi de suite, au cours de l'évolution. La formation de l'axe entre l'esprit, l'âme et l'ego est essentielle. Avec le temps, nous détruirons la forme de l'esprit. Nous emploierons un autre terme pour expliquer ce qu'est l'esprit, parce que l'homme, un jour, doit en arriver à avoir une compréhension politique de l'invisible. Lorsque la forme de l'esprit sera détruite et qu'elle sera remplacée par une autre forme, ce sera le début de la compréhension des mondes invisibles, de leur gouvernement, de leur gestion des humanités, de leur gestion des races, de leur gestion du savoir, de leur gestion des sciences,
L'homme aura une compréhension intégrale de l'infinité. L'homme aura une compréhension totale et absolue des mystères. L'homme ne sera plus ignorant, il ne sera plus existentiel, il aura une conscience qui sera allégée. Il aura une conscience qui sera totalement créative et avec le temps, encore, l'évolution de cette fusion, éventuellement l'homme contrôlera la matière. Ça fait partie de l'évolution des plans, la descente de l'esprit dans la matière, mais dans la mesure où l'âme n'est plus régie par les lois de la mémoire. Le problème de l'homme aujourd'hui, l'insuffisance de son savoir, est dû au fait qu'il vit au niveau de son intellect par rapport à la mémoire de l'humanité. Et l'homme ne peut pas vivre par rapport au passé. Il doit vivre dans le présent de sa conscience en étant créatif par rapport à un avenir. L'avenir de l'humanité doit être sous le contrôle de l'homme. L'avenir de l'humanité doit être sous l'empire de cette fusion. L'avenir de l'humanité doit être le résultat de cette fusion. Mais cette humanité ne sera pas l'humanité de l'involution. Ce sera une autre humanité. Ce sera une autre race. Non pas une race physique, mais une race mentale. Et ce sera aussi l'expression corporelle, physique, matérielle du véhicule éthérique. Donc ça permettra à l'homme d'entrer dans un autre temps. Ça permettra à l'homme de se libérer du temps psychologique de l'ego, qui est basé sur l'émotion de la conscience, pour entrer dans le temps psychique de l'âme, qui deviendra le temple de l'esprit dans les formes créées par la fusion, dans les formes créées au niveau de sa conscience éthérique. L'homme pourra créer la forme, la matérialiser. Ça fait partie de son évolution, mais avant que l'homme fasse ceci, il devra vivre sur le plan de l'humanité de grands chocs pour que l'esprit de la race, c'est-à-dire l'esprit de toute la race humaine, soit finalement ébranlé dans ses fondations, afin de recevoir un nouvel esprit, un autre esprit, qui sera l'esprit de l'homme. Et le temps dans tout ça? Le temps, c'est une gestion de l'énergie. Le temps ne représente que la formation sur les plans d'événements qui coïncident sur notre plan psychologique en impressions. Ces impressions créent de l'émotivité de la pensée, donc ces impressions créent chez nous une sorte de temps, un temps extrêmement lent, un temps extrêmement lourd à supporter, des mois, des années, des siècles. Sur le plan éthérique, le temps existe aussi, mais il n'a pas la même vélocité. C'est-à-dire que l'énergie de l'esprit qui passe à travers le mental de l'homme sur le plan éthérique n'est pas forcée d'étudier la mémoire de l'âme pour transmuter instantanément la conscience atomique de son mouvement. Sur le plan de l'esprit, sur le plan éthérique, l'esprit est instantané, l'homme est instantané, le temps est régi par l'homme, il fait partie de la constitution psychique de son âme, parce que l'homme a la capacité dans ce temps-là de s'instruire de la lumière et d'instruire les royaumes des lois vibratoires de la lumière et de décomposer le temps psychologique de l'humanité et de faire avancer l'homme plus rapidement, mais toujours en respectant les lois de l'humanité involutive. Quand on parle de la fin des temps, ce sera justement le jour où il y aura fusion, alors les temps... La fin des temps, c'est la fin d'un cycle d'involution, c'est la fin de la prédominance sur l'évolution de la Terre des races involutives corporelles. La fin des temps, c'est l'ascension de l'homme à une nouvelle corporalité, c'est la pénétration de l'homme dans les terres, c'est le contrôle total de l'homme sur le monde de la mort. C'est la puissance du corps éthérique sur les entités et sur les égrégores astraux. C'est l'arrêt, dans le sens cosmique du terme, du pouvoir des forces arimaniennes et des forces lucifériennes sur la planète. Vous dites dans votre livre à un moment donné que l'être humain va vivre une demi-journée de marche vers l'intérieur de la Terre. L'être humain sera obligé, lorsqu'il aura accès à son véhicule subtil, de rencontrer des intelligences pour établir sa loi. Donc l'homme, à cause de l'ingravité du corps éthérique, sera obligé de vivre sa conscience éthérique dans le sous-sol de la Terre, un peu en dessous de la surface, mais suffisamment près pour toujours contrôler les forces élémentales qui ne voudront jamais céder le contrôle de leur puissance tellurique sur la planète. Et ça, c'est intéressant parce que, je vous donne un exemple là. Supposons qu'un homme est président d'une compagnie
il n'a pas le temps de faire de la cuisine. Donc il faut que la cuisine, les petites actions soient faites par des gens qui ont cette fonction. Et les forces telluriques qui existent dans le centre de la Terre ont une fonction importante en ce qui concerne l'évolution du royaume matériel, du royaume animal et du royaume plantaire. Mais ces forces-là deviennent de plus en plus menacées par l'électrification de la conscience de la Terre. C'est-à-dire que plus l'homme va devenir conscient, plus il va pouvoir sortir en éthérique, plus il va pouvoir regarder dans leur monde, mais eux ne pourront pas les voir. Ils seront simplement conscients de sa présence. Et sa présence créera dans ces êtres-là de l'ambivalence de l'émoi. Ils nous verront dans ce temps-là, sur le plan matériel, énormément de troubles au niveau de la tellurie de la Terre, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre. Il y aura des fracas au niveau des continents. Il y aura des renversements de la température, parce que le cosmos de notre planète n'est pas simplement un cosmos matériel. Il est un cosmos psychique. Il y a des dominations, il y a des forces, il y a des intelligences, il y a des gouvernements, il y a une gouverne, mais nous sommes en train de passer, pour ainsi dire, à une nouvelle élection. Et ces êtres-là, ces intelligences sont troublées par la nouvelle élection parce que les gens qui seront élus, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement invisible, ne viendra pas de leur milieu. Donc le pouvoir sera scindé, la puissance qu'ils ont eue pendant des milliers d'années sera totalement éliminée, l'homme refera le contact avec la source comme il eut ce contact avant les races adamiques. Donc les intelligences qui œuvrent aujourd'hui sur les plans invisibles, qui font ce qu'elles veulent, qui sont régies par les lois de l'évolution, ne pourront plus faire ce qu'elles ont voulu faire pendant des milliers d'années. Donc ce sera une très grande révolution dans l'invisible et l'homme sur la terre sera obligé de vivre le choc de cette révolution et c'est déjà commencé. Les lois de l'involution, est-ce que c'est synonyme des lois de la mort? Les lois de l'évolution sont les lois de la mort à différents niveaux. Ce sont les lois de la mort au niveau de l'expérience de l'homme, ce sont les lois de la mort au niveau du développement égoïque, égocentrique de son intelligence, ce sont les lois de la mort au niveau de la rupture de la communication entre l'homme et la source, donc l'absence totale du savoir. Ce sont les lois de la mort dans ce sens que la connaissance humaine, elle est fondée sur le doute et la croyance. Donc elle est totalement polarisée, donc elle force naturellement l'homme à souffrir. À partir du moment où l'homme passera à l'évolution, le doute disparaîtra de sa conscience parce qu'il aura un centre mental plus développé. Il ne pourra plus croire parce qu'il sera. Il sera dans son intelligence. Donc à ce moment-là, la polarisation de sa conscience sera éliminée. L'homme perdra son égocentrisme et les forces astrales perdront sur lui sa puissance. Dans les néologismes de Bernard de Montréal, étériel, qu'est-ce que ça veut dire? Éthériel, ça dépend dans quel contexte on l'emploie. Vous dites ici, qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Oui, ok. Donc, éthériel, c'est la qualité objective de quoi? Et objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Qualité objective et réelle des dimensions non soumises à la matière. Non soumises aux lois de la matière. C'est ce qu'on appelle étériel. C'est bien. Évidemment. Mais donnez un exemple d'éthérialité. La pensée est éthérielle. La pensée est totalement éthérielle, elle n'est pas soumise, régie par les lois de la gravité. Ce qui est intéressant de la pensée, c'est que elle deviendra pour l'homme non pas un véhicule d'expression, mais elle deviendra pour lui une solution à ces véhicules. Vrai? Autrement dit, l'homme en arrivera à utiliser sa pensée pour résoudre les aspects dans sa conscience qui l'empêchent d'utiliser ces véhicules. C'est la pensée qui nous empêche d'utiliser le véhicule éthérique. C'est la pensée qui nous permet d'utiliser le véhicule astral. Mais lorsque nous utilisons la pensée subjective,
nous sommes forcés d'utiliser le véhicule astral, donc il y a un lien entre la pensée subjective et le plan astral. Ce n'est pas suffisant pour l'homme. Donc nous avons besoin d'une pensée qui est totalement télépathique, c'est-à-dire une pensée qui ne réunit pas dans sa constitution la polarité du vrai et du faux. À ce moment-là, elle est totalement libérée du plan astral, elle fait partie du plan mental et elle permet à ce moment-là de construire un véhicule éthérique. À partir du moment où l'homme aura terminé la construction de son véhicule éthérique, il aura un plan mental totalement développé et il pourra, comme je dis, utiliser une pensée créative qui affranchira le véhicule éthérique de son corps matériel. C'est pour ça que nous disons que l'homme sera immortel. Il ne sera pas immortel dans le sens que son corps matériel ne disparaîtra pas, mais il sera immortel dans le sens que, à partir du moment où il voudra cesser son activité de vie sur le plan matériel, il ira sur un autre plan. Si je comprenais tantôt, c'est que le pilote de l'avion n'utilisera plus l'avion comme moyen véhicule, il deviendra lui-même le véhicule. Il deviendra lui-même un véhicule, mais il y a une autre dimension aussi, c'est que pour la première fois, le pilote pilotera son propre véhicule. Au lieu d'être téléguidé par l'astral, au lieu... Vous savez, si nous regardons notre conscience humaine, nous avons tous à l'intérieur de soi un petit sentiment, un petit point, quelque part d'impuissance. Nous sentons tous une impuissance. Dans l'homme, il y a quelque part en lui une impuissance. C'est comme si l'homme n'est pas fini. Ou on lui a enlevé quelque chose. C'est le résultat. C'est le résultat. Nous n'avons plus cette capacité de nous sentir total parce que ça nous a été enlevé par les lois de l'évolution. Mais avec l'évolution, l'homme reprendra cette conscience et il sentira cette réalité, cette totalité, cette intégralité, et il sera bien sur le plan matériel, il sera bien sur le plan éthérique, il sera bien sur le plan astral. L'homme sera bien, il sera toujours bien. Il n'y aura plus de souffrance dans la conscience humaine. Et maintenant, le titre de la maison d'édition qui s'appelle Science intégrale. Science au singulier. Intégrale au singulier. Oui, c'est une science intégrale qui comprendra beaucoup de sciences. Mais la science doit être intégrale, elle doit être une, qu'elle s'applique à la physique ou à la génétique ou à la psychologie ou à la philosophie. La science doit être une. La science de la matière, la science de l'esprit, tout doit être unifié. Et c'est l'homme qui unifiera ces sciences. Mais ce sera une science. Lorsque les sciences seront unifiées sur la Terre, il n'y aura qu'une science. Donc le physiciste pourra parler au psychologue, au parapsychologue. Dans ce temps-là, le psychologue aura disparu pour laisser la place au parapsychologue. Et dans ce temps-là, le parapsychologue aura disparu pour donner naissance à une autre sorte de psychologisme. Parce que le psychologue est aussi prisonnier de ses illusions. Parce que le psychologue veut faire de la science de l'esprit une science matérielle. La science de l'esprit, c'est la science de l'esprit. Les lois de l'esprit sont les lois de l'esprit. Les lois de la matière sont les lois de la matière. L'homme pourra les unir lorsqu'il aura de la conscience. Il ne verra pas de différence, de transgression. Il verra l'unité entre la matière et l'esprit. Et lorsque l'homme sera rentré sur le plan éthérique de la conscience, il verra que la matière répond aux lois de l'esprit, que l'atome a un son, et que ce son est modifiable par l'esprit, que la conscience de l'atome peut naturellement se changer pour donner un nouveau métal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a une science intégrale. Il y a la science de la matière. Est-ce qu'il y a une science de l'esprit qui parle de l'anti-esprit comme il y a la science de l'antimatière? Il y a l'anti-esprit. L'anti-esprit, c'est équivalent à ce que nous pourrions appeler le double luciférien. L'anti-esprit, c'est la forme d'intelligence qui fait partie de l'âme, qui est reliée à l'âme, qui utilise l'âme pour donner à l'homme l'impression. L'anti-esprit crée de l'impression dans l'ego, alors que l'esprit détruit la forme pour que l'ego, en fusion avec lui, puisse créer son impression. Il faut que l'homme devienne créateur de l'impression et cesse d'être impressionné ou impressionnable. L'anti-esprit crée l'impression. Il rend l'homme naïf, il fait croire à l'homme, il crée le doute dans l'homme. L'anti-esprit, ça fait partie des lois de l'évolution. Nous avons vécu avec l'anti-esprit depuis des millénaires. Et dans sa forme la plus grotesque, c'est la magie noire. Dans sa forme la plus dangereuse, c'est la médiumnité non comprise. Dans sa forme la plus douloureuse, c'est l'utilisation ou le jeu ou le travail avec certaines énergies
des gens qui travaillent avec des énergies de ci, des énergies de ça, et qui ne savent pas ce qu'ils font. Son aspect visuel le plus maléfique, c'est celui de pouvoir utiliser ou de créer dans le mental de l'homme des images qui ne font pas partie de la réalité, sous-jacentes à la manifestation visuelle dans son mental. Si nous voyons des fois des gens qui vont dans des écoles ou dans des cercles ou dans des sectes et qui vivent des expériences au niveau du visuel et qui ne réalisent pas l'entité qui est derrière la manifestation visuelle. C'est beaucoup plus dangereux, vous savez, de rencontrer quelqu'un qui veut faire du bien et qui fait du mal, que de rencontrer quelqu'un qui fait du mal et qui le sait. Vous nous parlez beaucoup de la fin de cycle. La fin de cycle, d'autres vont l'interpréter comme la fin des temps, qu'on annonce dans la Bible. La fin du cycle, comme je disais, ça va se faire petit à petit. Nous pouvons calculer que vers l'an 2070, la fin du cycle aura atteint son temps. Le contact entre l'homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre. Il se formera sur la Terre une religion universelle à cause de ce contact. Ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'homme en arrivera à une conscience intégrale. Donc le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenue en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Le phénomène extraterrestre est un phénomène intéressant, je n'aime pas tellement en parler en public, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il est inévitable, seulement c'est un phénomène qui peut facilement empoisonner l'homme si l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il ne faut pas s'imaginer que des êtres qui viennent d'autres mondes sont nécessairement plus évolués en conscience que l'homme. Ils sont plus évolués en science que l'homme, mais ils n'ont pas la conscience de l'homme de l'avenir, pour la simple raison qu'ils n'ont pas été, au cours de leur évolution, programmés pour les mêmes raisons. Les êtres qui viennent d'autres planètes ont été programmés pour étudier la matière, pour comprendre la matière et donner à la matière une cavité, créer dans la matière une cavité. La création de la cavité dans la matière, c'est la création de certains courants, de certains tunnels qui leur permet de passer de la matérialité à l'immatérialité. Ceci leur a permis de créer des technologies qui sont extrêmement avancées, que j'appelle des technologies immatérielles. Ce sont des êtres qui ne sont pas nécessairement très conscients, mais ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants sur le plan cérébral, parce que déjà ils utilisent leur cerveau éthérique, mais ils ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. La conquête de l'homme au cours de l'évolution sera la conquête de l'esprit. Les hommes auront conquis l'espace, tel que ces intelligences ont conquis l'espace. L'homme de la terre conquérera aussi l'espace et l'homme nouveau conquérera l'esprit. Et lorsque l'homme aura conquis l'esprit, il n'y aura plus d'espace matériel suffisant pour lui. Donc à ce moment-là, l'homme entrera dans les espaces éthériques et l'homme créera une nouvelle échelle de civilisation et il deviendra le protagoniste, c'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme intégral, l'homme qui aura accès à la conscience éthérique sera, pour la première fois depuis la programmation de l'intelligence en évolution dans le cosmos local et dans les cosmos universels, celui qui aura la régence
cosmique de la conscience évolutive. Donc, lorsque nous parlons de l'homme, nous ne pouvons pas regarder l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut regarder l'homme sur le plan éthérique. Et l'homme sur le plan éthérique, il est très beau, il est très grand, il est très intelligent. Son intelligence n'est plus le produit de la science astrale, c'est-à-dire de l'inconscience évolutive. Son intelligence, elle est cosmique et il a, à cause de son initiation, accès à la totalité de cette science cosmique. L'homme nouveau sera tellement important dans l'évolution politique des mondes invisibles que les extraterrestres, comme vous les appelez, les êtres étrangers, viendront à lui pour avoir une compréhension des lois, des mondes magnifiques qui seront mis à la disposition de la nouvelle évolution. Et c'est l'homme nouveau qui entrera dans cette évolution, qui ouvrira le nouveau temps, qui créera les nouveaux temples de l'évolution, c'est-à-dire les empires architecturaux qui conviendront parfaitement à l'intelligence de son mental et aussi parfaitement à la précision atomique de sa conscience cellulaire. L'homme nouveau ne sera pas un être avec un précédent. Il n'aura aucun précédent. Et c'est pourquoi, lorsque je parle de l'âme, je dis que l'âme doit être totalement transmutée pour qu'elle ne réfléchisse que la lumière de l'esprit et qu'elle vienne en syntonicité avec cette énergie pour que l'ego, lui, puisse ensuite être utilisé sur le plan créatif de la matière et ensuite sur le plan éthérique du mental. Parce que l'ego ne disparaîtra pas sur le plan éthérique du mental parce que l'homme doit maintenir la continuité de sa conscience. L'homme nouveau sera un immortel dans un sens qui sera expliqué plus tard. Il sera un être capable de voyager sur tous les plans de tous les temps. Il n'y aura aucune limitation, aucune barrière, et il ne sera régi par aucune politique cosmique. C'est inutile pour nous de penser à ces choses-là parce que penser à ces choses-là alourdit le mental. Ce n'est pas tellement bon que nous sachions trop de ces choses-là, mais avec le temps, ces choses-là devront être sues, donc elles devront être dans le monde, publiées, dites, expliquées, pour forcer l'homme à commencer à comprendre l'univers comme il est, c'est-à-dire comme étant représentatif de l'impossible et non pas du possible. Vous terminez votre livre avec un chapitre intitulé « Le Christ mondial », alors qu'on s'attendrait d'entendre parler de la venue du Messie. Oui, il ne faut pas tomber dans le symbole spirituel. Nous avons suffisamment bavé du symbole spirituel. Nous devons commencer à comprendre le symbole spirituel, comme nous devons comprendre le symbole ésotérique, comme nous devons comprendre le symbole occulte. Nous devons être libres du symbole. Tant que l'homme ne sera pas libre du symbole, il n'aura aucun savoir. Il sera simplement capable de vivre la rêverie psychologique de son âme. Mais parlez-vous de la même énergie? Je parle de la même énergie, mais je ne parle pas de la même personnification de l'énergie. L'énergie de la conscience nouvelle sur la Terre sera le produit de l'actualisation et de l'accès de l'homme à sa propre vitalité. Le Christ mondial sera l'expression dans le monde d'une conscience créative totalement libre du connu. Le Christ mondial, c'est un terme que j'emploie parce qu'on peut s'identifier avec la symbolique de haute vibration de cette énergie. Mais le Christ mondial, ce n'est pas un être. Le Christ mondial, c'est une agglomération de conscience unifiée dans le mouvement créatif et cristallisant de l'énergie cosmique à travers l'âme et à travers l'ego, totalement rendu transparent. Alors que le Messie, c'est un être. Le Messie, c'est un être, et le concept du Messie, il est bon pour les masses humaines parce que les hommes ont besoin du concept du Messie pour vivre un certain espoir que nous n'allons pas aller vers une déchéance totale, que quelqu'un dans le temps va nous récupérer. Nous sommes des êtres qui sommes affamés d'espoir parce que nous n'avons pas de centricité. Nous avons besoin d'un Messie psychologique pour nous donner un peu de force parce que nous sommes sans force. Lorsque l'homme sera dans sa force, il n'aura plus besoin de Messie. Il réalisera que lui-même fait partie de tout ce qui est messianique. Vous entendez parler le Messie. L'image que j'en avais du Messie, de la façon dont vous en parlez, ce serait le vidangeur. Il vient ramasser les vidanges de la terre, c'est-à-dire toutes les choses négatives et retardataires qu'on a eues, il va
Cette conscience créative mettra les vidanges en relief, en perspective, mais cette conscience créative, elle est une conscience évolutive. Elle travaillera au cours des siècles et graduellement la conscience de la Terre sera transformée. Mais dans les premiers temps de cette conscience, dans les premiers mouvements de cette fusion de l'énergie sur le plan matériel, nous réaliserons que l'homme sur la Terre, conscientisé, a sa place et qu'il doit prendre sa place et qu'il ne peut plus laisser à la symbologie ou à l'histoire du symbole une place dans son mental. Vous savez que j'ai un grand amour pour le public, j'aime beaucoup les gens qui cherchent, mais je crains beaucoup pour le public, je crains beaucoup pour les gens qui cherchent. Et la raison, c'est parce que les hommes sont trop confiants dans les hommes. L'homme est tellement naïf, et vous le verrez au cours de l'évolution, lorsque individuellement vous aurez pris conscience, dans le temps où vous serez de plus en plus greffé à votre énergie, à votre intelligence, que l'humanité aujourd'hui est réellement en pâturage. Et sur les plans, nous vivons la guerre des esprits. Nous vivons la guerre dans l'esprit. Ce n'est plus normal que nous allions sur la rue et que nous voyions des gens, des jeunes, marcher et se parler. Et je vois souvent des gens qui se parlent sur la rue. Et c'est très grave. Ils parlent avec qui? Ils ne le savent pas. Ils vivent une grande souffrance. Nous avons beaucoup besoin de savoir comment l'homme fonctionne psychiquement. Mais nous avons grandement besoin de réaliser que chacun de nous, en tant qu'être, possède et a accès à sa propre intelligence. Mais nous devons lui donner la chance d'y goûter. Nous sommes plusieurs maintenant dans la province de Québec. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoir. Nous aurons une science très vaste de l'homme. Donc, nous devons prendre avantage, probablement pour la première fois depuis l'évolution, de savoir que nous, chacun de nous, le petit homme, le fermier, le psychologue, l'avocat, l'architecte, tous les hommes qui ont une sensibilité et qui sentent des choses, qui perçoivent des choses, que finalement ces gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui savent des choses, qui perçoivent des choses, mais qui ne sont pas suffisamment affiliés entre eux. C'est ça le problème. Lorsque nous avons des amis et que nous pouvons parler de ces choses internes avec des amis d'une façon objective, nous nous sentons bien parce que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Mais lorsque nous sommes seuls, comme il y a beaucoup de personnes qui sont seules, et que nous vivons des choses intérieures, et que nous n'avons pas de point de référence interne suffisamment puissant pour nous donner une base fondée sur notre identité, c'est difficile. Et je vous dis, en tant que personne publique, puisque je suis public, que vous aurez toujours accès à ma personne à travers mes paroles. Ceci veut dire que si dans le monde de l'homme, surtout dans la province de Québec, il y a des questions qui ne sont pas répondues, dans le temps, je les répondrai. S'il y a des questions concernant la vie de l'homme que vous voulez répondues, dans le temps, elles seront répondues. Mais il y a tellement de choses à dire qu'il y a un temps pour répondre à toutes ces questions. Mais je vous assure que l'homme nouveau, sur le plan matériel, il est déjà en évolution et que cette science intégrale fait déjà partie de la conscience de la planète et que, en tant qu'individu, nous devons réaliser avec le temps que nous avons cette science
Chacun de nous possède cette science et que le temps des maîtres est terminé. À partir du moment où l'homme aura la force de supporter cette science, à partir du moment où l'homme aura la force de supporter ce qu'il sait, même si c'est un petit peu, à partir du moment où l'homme pourra vivre son petit vase plein, déjà l'homme dépassera l'évolution, entrera dans son identité, il trouvera très facile de pouvoir communiquer à d'autres niveaux avec d'autres hommes ou d'autres intelligences. Mais il nous faut, pour le moment, nous reconstruire. Nous devons arracher au passé ce qu'il nous a enlevé et nous devons reconstruire notre avenir, c'est-à-dire nous devons reprendre contrôle de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui réellement sont de lumière, faits de lumière, non pas simplement tissés de rêveries, tissés d'impressions, mais réellement coulés dans la lave chaude de leur propre feu. Donc je vous souhaite en tant que public de ne pas, surtout dans les années à venir, regarder ceux qui pointent, regarder ceux qui parlent, ou regarder ceux qui font avec de la fascination. Commencez à cesser à ne plus être fasciné. Commencez à éliminer chez vous la fascination et vous commencerez à vous regarder au lieu de regarder les autres. Vous verrez de l'intelligence. Et lorsque l'homme commence à se voir de l'intelligence, il n'est pas habitué. L'ego vibre. Avec le temps, il s'habitue. Et un jour, pour l'homme, d'être intelligent, ce sera normal, ce sera naturel, ce ne sera plus un poids, ce sera facile, parce que la science de l'esprit deviendra la connaissance de l'homme. Et lorsque l'homme sera dans la science de l'esprit et qu'il véhiculera dans le monde sa connaissance, il n'y aura plus de temps à perdre à chercher à voir s'il est ou s'il n'est pas intelligent. Nous avons été embaumés pendant des millénaires et l'homme sortira de sa tombe, il sortira de sa froideur et il découvrira qu'il est extrêmement bien placé pour savoir. Ainsi parlait Bernard de Montréal. Malheureusement, depuis son décès en octobre 2003, les livres de Bernard de Montréal ne sont plus disponibles sur le marché. Je vous invite à... Ne pas être donné à l'homme trop rapidement, parce que la réalité, c'est une énergie. L'intelligence, lorsqu'elle est le produit de la descente de cette énergie sur le plan mental, devient non pas simplement une source de connaissance, mais elle devient un facteur psy. Donc, puisque la connaissance devient un facteur psy, elle transforme la conscience. Et la conscience humaine ne doit pas être transformée trop rapidement parce que l'homme possède un corps émotionnel extrêmement primitif, extrêmement animal, extrêmement animalisé. Et c'est avec le temps que les mystères seront déchirés, que l'on pourra expliquer à l'homme réellement comment la création a été faite, comment les technologies immatérielles existent, jusqu'à quel point elles côtoient l'homme dans son conscient, jusqu'à quel point elles peuvent intervenir dans le subconscient de l'homme, de quoi sont faits les rêves, pourquoi sont faits les rêves, quelles sont leurs fonctions. Que font les morts après la vie? Ça, vous l'expliquez dans le livre. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit dans le livre, mais je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui nous préparent lentement à entrer dans la lutte finale entre la forme de l'évolution et la forme créative de l'évolution. On est à la base du V actuellement. Nous sommes à la base du V. Si vous permettez que je regarde les titres des différents chapitres. Les différents chapitres. Les chapitres nous donnent un peu, parce ils ont été placés par vibration, ces chapitres.
Et nous voyons la destruction de la forme constamment dans ces chapitres. Le premier, c'est le libre arbitre. Donc, le libre arbitre est remis en question. C'est déjà beaucoup pour l'homme sur le plan psychologique. Et nous parlons de liberté, nous définissons. Ensuite, il y a l'intelligence de l'homme et le monde de la mort. L'homme doit comprendre le monde de la mort. Il ne s'agit pas pour l'homme de mourir pour comprendre le monde de la mort. Il s'agit pour l'homme d'être vivant. Et si l'homme est conscient et sa conscience est éveillée, il peut comprendre le monde de la mort, il peut parler avec le monde de la mort, il peut parler avec les morts, mais il ne doit pas être assujetti à eux parce que les morts sont menteurs de nature. Tous les morts mentent, ils sont obligés. Ceci ne veut pas dire, lorsque je parle du mensonge des morts, je ne parle pas du mensonge dans le sens moral que nous connaissons sur notre planète. Les morts n'ont pas d'émotion. Mais le mensonge qui fait partie de la manipulation du plan astral, ça fait partie de l'organisation politique de ces mondes. C'est normal d'être mort et de mentir. Être mort et mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être capable, par les lois de son propre monde, d'expliquer à l'homme les lois de la vie. Donc, les morts ne pourront jamais expliquer à l'homme les lois de la vie. C'est l'homme qui sera obligé d'expliquer aux morts les lois de la vie et aux morts les lois de la mort. L'épuration du mental humain. L'homme devra vivre une épuration du mental dans ce sens qu'il devra comprendre le processus de la pensée, le phénomène de la pensée. Ce n'est pas suffisant pour l'homme de penser. Penser, c'est une chose. Nous venons au monde, nous commençons à penser. Viendra le temps où l'homme comprendra le phénomène de la pensée comme il comprend le phénomène de l'architecture. La pensée humaine est la vérité. L'homme découvrira que la vérité fait partie du mensonge cosmique. À partir du moment où l'homme cherche la vérité, il est fini. Donc, l'homme entrera dans le réel. Il comprendra que la vérité et le mensonge sont simplement des interfaces d'une réalité qui n'est pas comprise. Donc, il sera forcé au niveau de la pensée d'élever sa vibration. Le psychisme humain. L'homme devra comprendre le psychisme humain pour finalement en arriver à dépasser le constat psychologique du subconscient. Lorsque l'homme ne vivra plus sur le plan du subconscient, lorsque le subconscient n'existera plus pour lui, l'homme sera conscient sur le plan astral. Lorsque l'homme sera conscient sur le plan astral, il aura déjà accès à une vision globale de son être en ce qui concerne sa mémoire, la diffamation de sa mémoire, l'utilisation par les plans de sa mémoire pour la constitution psychologique d'un jeu ou d'un ego subjectif et égocentrique. Le doute et la croyance. L'homme réalisera que tant qu'il doutera, il vivra d'insécurité dans le mental, tant qu'il croira, il sera fini. Un homme qui croit un homme, c'est pas pire. C'est un moindre danger. Mais un homme qui croit une entité, il est mort. Il ne peut jamais arriver à la créativité de son centre mental. Donc, avec le temps, avec la fin de l'évolution, on demandera à l'homme de croire. Et les hommes de plus en plus conscients, de plus en plus individualisés, les hommes de plus en plus conscients de leur liberté, du besoin de la descente de la liberté sur le plan matériel, ne pourront pas croire. Un homme n'a pas besoin de croire pour savoir. Donc, croire, c'est ne pas avoir accès à sa propre puissance mentale et douter, c'est vivre l'insécurité égoïque de son moi. Ceci, c'est expliqué. Il y a la communication avec les plans. Nous expliquons dans le livre comment l'homme en arrivera à pouvoir communiquer avec les plans. C'est intéressant de communiquer avec les plans. C'est un peu comme si l'homme aujourd'hui irait dans le fond de la mer. Donc nous communiquons avec les plans, nous pourrons entrer en communication avec des intelligences qui ne sont plus sur le plan matériel. C'est intéressant de parler avec des intelligences qui sont dans d'autres mondes, dans d'autres plans, mais il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et être intelligent, ça veut dire quoi? Ne jamais les croire. Intelligent, ça veut dire quoi? Être plus intelligent qu'elle. Et ça, c'est difficile pour l'homme. C'est difficile pour un être humain qui communique avec une entité de vivre son intelligence, sa vibration d'une façon parfaite et de supporter sur le plan mental sa résonance, ne pas vivre l'insécurité égoïque par rapport à cette entité. C'est un tour de force pour l'homme nouveau. Donc, éventuellement, les entités se plieront à l'exigence de l'homme et cesseront de le niaiser comme ils ont fait pendant l'évolution. Il y a l'atome et la conscience nouvelle. Nous expliquons la conscience de l'atome. Nous expliquons l'évolution de la conscience nouvelle de l'homme. Et nous parlons, je suppose, là-dedans, je ne me rappelle pas, mais nous parlons probablement de l'évolution de la conscience des cellules, où l'homme éventuellement pourra, sur le plan éthérique, donner un autre son à l'atome, transformer la structure atomique de l'énergie et se créer une nouvelle technologie, c'est-à-dire une technologie matérielle,
où il utilisera le cristal, non pas comme il le fait aujourd'hui en laboratoire, mais en le rendant vivant, en tellurisant sa structure moléculaire et en donnant à l'atome la vibration qui lui est nécessaire afin qu'elle puisse être en harmonie vibratoire avec le plan minéral, animal, plantaire, humain et le surhomme de demain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Et je finis Par le Christ mondial. Je finis par le Christ mondial pour éliminer de la conscience spirituelle des hommes, qui est très grande aujourd'hui, l'illusion que le Christ va revenir, pour faire comprendre que le Christ mondial, autrement dit, cette lumière dans le monde, fera partie d'une conscience collective à l'intérieur de laquelle les hommes individualisés représenteront le lien cosmique, seront l'expression du lien universel sur le plan matériel. Donc, c'est pour encore briser la forme, c'est pour encore faire reconnaître à l'homme que le temps où des hommes qui sont venus sur le plan matériel pour donner une conscience à l'humanité doivent cesser d'être admirés, doivent cesser d'être adorés, doivent cesser d'être trop aimés, doivent cesser d'être mis sur un piédestal, pour que l'homme lui-même, l'homme, le petit homme devienne grand et se mette lui-même sur son propre plan. Et lorsque les hommes se mettront sur leur propre plan, il y aura de grands plans de vie sur le plan matériel. Il y aura une nouvelle conscience et les hommes cesseront d'être de petits hommes, des croyants, des faibles, des non avertis, des ignorants avec une grande volonté. On va faire bientôt la pause, Bernard. À qui s'adresse ce livre? Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui cherchent à avancer dans une certaine prise de conscience. Il s'adresse à eux qui ne veulent pas être troublés dans leur conscience. C'est pas un livre de théologie ou de psychologie ou de... Non, c'est un livre qui tente d'expliquer à travers ma conscience ce que je vis de ma compréhension des mystères et de l'infinité, pour permettre à l'homme de dépasser le stage psychologique de sa conscience et en arriver éventuellement à réaliser qu'il possède un stage, un plan psychique où sa conscience est totalement universelle et où ce livre et ses dires font autant partie de son savoir que du mien. Merci beaucoup, Bernard. Le symbole de la maison d'édition du livre de Bernard, maison d'édition d'ailleurs qui est originale, qui est votre maison d'édition, les éditions Science Intégrale. Mais le symbole qu'on voit dessus, c'est un pied de femme qui écrase la tête du serpent. Oui. J'ai fait ça parce que c'est pas un pied de femme, c'est un pied d'être humain. Si j'avais fait un pied de femme, on aurait fait la connexion avec la Vierge. Bon, ok. Donc j'ai fait un pied d'homme, l'être humain, l'homme nouveau. Que l'homme nouveau soit une femme ou que l'homme nouveau soit un homme. Et j'ai sectionné au niveau de la jambe, j'ai entouré la jambe du serpent et le serpent qui écrase la tête pour démontrer que l'homme... Avec son talon. Pardon? Avec son talon. Oui, avec son talon ou n'importe quoi, du moment qu'il est écrasé. Parce que ça fait allusion au passage... Ça fait allusion, bien sûr, au passage de la Bible, dans la Genèse. Oui. Quand on dit un jour, la femme t'écrasera avec son talon. Oui, oui. Et c'est très réel, mais l'homme aussi. L'homme et la femme. Pour moi, l'homme, c'est la femme et l'homme. L'esprit dans un corps de femme ou l'esprit dans un corps d'homme, c'est l'esprit. Donc, sinon, nous allons entrer dans des hypothèses et tout ça, nous allons polariser la forme. Alors, pourquoi avoir choisi ce symbole-là? J'ai choisi ce symbole-là parce que, je l'ai fait, ce symbole-là, parce qu'il indique parfaitement ce que je veux dire. L'homme lui-même écrasera l'ancienne connaissance. L'homme, pas les esprits, l'homme, nous aussi. C'est l'homme qui deviendra maître dans sa conscience du savoir. C'est l'homme qui prendra sous son contrôle l'évolution de sa conscience. L'homme ne sera plus régi par le passé. Il écrasera l'ancienne connaissance parce qu'elle n'est plus utile, elle ne sera plus utile. Il arrêtera de se servir de sa tête.
Pardon? Il arrêtera de se servir de sa tête pour l'écraser. Bon, il arrêtera de se servir de sa tête et il utilisera ses pieds. Très bien.